Mais tout de suite, notre retour sur l'actu, nos euromondialistes ont du talent. Je vais paraphraser notre invité que je vous présenterai à la suite. Jupiter est-il devenu jupiteux? Pour en parler donc, ce cher Pierre-Yves Rougeron que vous connaissez bien pour être venu souvent à notre micro, enfin au micro de Radio Courtoisie. Pierre-Yves Rougeron, donc juriste, spécialiste en intelligence économique. Je rappelle qu'il est également directeur de la revue Perspective Libre et président du Cercle Aristote. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour, Merci à vous d'être des nôtres aujourd'hui pour nous éclairer de vos analyses. Alors, merci de l'invitation. j'aimerais commencer par la question suivante. Jupiter est-il devenu jupiteux à l'échelle nationale comme à l'international? La Macronie est-elle dans une stratégie de l'échec ou du pourrissement? Ça fait un moment. Ça fait un moment, ça fait un moment pour l'échec. Pour le pourrissement, alors c'est très difficile avec le président Macron, c'est d'évaluer son degré de conscience. C'est-à-dire, moi je ne pense absolument pas qu'il aime se faire dérouiller. Certains lui prêtent, je pense, un sadomasochisme qu'il n'a pas. Je pense qu'en réalité, il fait une politique totalement voulue de terre brûlée, pour deux raisons essentielles. Une, idéologique, c'est que finalement, vous savez, on n'est jamais battu à la guerre que sur ses propres buts de guerre. Mhm. Hein, vous voyez le cas ukrainien, on a prêté des tas de buts de guerre aux Russes. Les Russes sont pas arrivés à Lvov, on a gagné. Ils n'ont jamais voulu y aller. Donc, des victoires sur des buts de guerre qui n'existent pas sont faciles. Or, le président Macron est intrinsèquement européiste et plus la France s'affaiblit, et je pense qu'il le fait sciemment, particulièrement dans ses positions diplomatiques, plus elle claque de porte à la figure du monde qui se renouvelle et qui va dominer ce siècle. BRICS, le renouveau de l'Amérique, c'est encore quand même quelque chose qui est que, si vous voulez, on ne va pas statuer au début d'un deuxième mandat. Mais en tout cas, il y a une volonté. Est-ce qu'il y aura une réalisation? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et puis certains Euh, pays africains qui pourraient nous surprendre également. et certains pays africains qui peuvent et qui vont nous surprendre de toute façon. Et résultat, il enferme la France, ça se voit d'ailleurs dans le mépris qu'il a vis-à-vis, entre autres, de la question de la mer et des départements et territoires d'outre-mer. Il enferme la France dans un ensemble européen qui est consubstantiellement en crise, qui est consubstantiellement en voie, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas la question. C'est qu'au regard de la réalité chiffrée, l'Europe est en train de devenir une grande banlieue du monde. C'est comme ça. Et je parle pas uniquement au changement de sa composition de population. Je parle qu'elle est en marginalisation. Et lui, plus il marginalise la France, qui a la chance d'avoir des échappatoires naturels, hein, on n'est que trois pays européens à en avoir, hein. L'Espagne, un peu, l'Angleterre et la France, beaucoup. Tout le reste, il y a des échappatoires régionales vers la Russie ou vers la Turquie, l'Italie un petit peu vers la Méditerranée, mais d'échappatoires globaux, non. Mm. Or, le président Macron, plus il affaiblit notre système étatique, plus il fait avancer son projet de dissolution eurocratique. Donc, si vous voulez, il reste, je pense, tout à fait conscient de ça. Une deuxième chose, c'est qu'en réalité, je pense qu'en humiliant profondément sa fonction, il fait une politique de terre brûlée à l'égard de ses éventuels successeurs, rogne leur marge de manœuvre et fait que ceux-ci, quand bien même seraient-ils bien disposés vis-à-vis de la France, ce qui n'est pas dit, hein, parce que c'est quand même la minorité dans la vie politique française qui aime la France, hein. On est un pays très particulier en termes de haine de soi. Le, Même seraient-ils bien disposés, ils vont trouver un État sans souveraineté, donc un non-État, des finances publiques exsangues, une fonction publique qui n'y croit plus, des entrepreneurs qui rêvent que de se barrer. Qu'est-ce que vous voudrez faire avec ça? Si vous voulez, ça évite ce qui terrorise les hommes qui ont créé Emmanuel Macron et qui aujourd'hui planchent sur son éventuel successeur, c'est-à-dire une sorte de renouveau populiste, exactement ce que commencent à vivre les États-Unis en ce moment, ce que le Brexit a permis en partie en Grande-Bretagne et permettra d'autant plus si Nigel Farage arrive à ses fins, Mhm. ce qui est le scénario qui les terrorise pour une raison qu'il faut bien que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent et que tout le monde comprenne.
Ces gens-là vivent de la destruction de la France. Ils ne le font Il y a une part d'incompétence chez eux, je vous l'accorde, mais il ne faut pas oublier que si la France allait bien, ces hommes ne seraient pas aux places où ils sont et ils le savent très bien. Hein, c'est très simple, vous prenez Michel Debré, vous prenez François Bayrou, si vous arrivez à me tracer une ligne droite, c'est que vous êtes très fort. Or, en tout cas, Enfin, vous dans êtes ce plus fort sens-là, que moi. peut-être. Tu vois? Oui, oui, mais je parlais Une horizontale. d'une ligne horizontale. Mais ils savent tous très bien qu'ils sont, si vous voulez, prenez le cas de notre actuel Premier ministre, il est déjà en surcapacité intellectuelle à la mairie de Pau. D'accord? Le, Jean-Marc Ayrault est en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes. Que ces mecs-là deviennent Premier ministre est un accident de l'histoire dû à l'affaissement du pays. Ils le savent très bien, ils n'ont pas envie de repartir, disons, dans des fonctions qui seraient quand même moins exposées, surtout moins profitables, et qui seraient quand même plus en accord avec leur sens du service. Parce qu'à défaut d'être des génies, personne n'exige ça d'eux. Ministre, c'est ministériaux, c'est serviteurs. Or, ces gens-là, comme disait Le Canuet, qui est pourtant pas une de mes références, il faut pas trop quand on fait de la politique, il ne faut pas trop se préférer à la patrie. Ces gens se préfèrent tous à la patrie. Oui, ce sont des serviteurs bien indélicats, dirons-nous. Voilà. Et bien intéressés. Oui. Alors, du coup, est-ce qu'on doit craindre un repli, un rebond euromondialiste à cause du changement de cap américain dû à Trump, que vous avez évoqué à l'instant, parce qu'on a pu le voir, par exemple, avec le camouflet qu'a reçu Emmanuel Macron lors de sa visite à Washington, les 25% de taxes douanières sur les produits européens, donc français, 2 jours après sa visite à Washington, l'arrestation de Georgescu en Roumanie avec une intervention probablement de l'Union européenne qui a poussé pour le stopper, pour l'empêcher d'être élu, le refus obsessionnel de la résolution de ce que moi j'appelle une guerre civile en Ukraine avec une intervention de la Fédération Effectivement, de une guerre Russie. civile. Mm. Euh, Effectivement, une guerre civile. c'est ça. Donc, Donc tout le monde s'est mêlé. tout le monde, oui, oui. La Fédération de Russie un peu plus que les autres, mais tout le monde était là, effectivement. Et je vois vraiment pas pourquoi il faudrait continuer, on intervient systématiquement. Quand c'est notre camp qui intervient pour sauver les pays pendant une guerre civile, etc., c'est bien, mais quand c'est la Fédération de Russie, c'est mal. J'aimerais bien qu'on m'explique aussi un de ces quatre, mais bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Bah, Donc, si vous voulez, vous avez pas cotisé aux droits de l'homme, ça se voit. Mais voilà, vous avez cotisé aux droits de l'homme, vous en êtes ou vous en êtes pas. C'est d'ailleurs cette vision-là des relations internationales qui va disparaître. Et nous, on s'y accroche, si vous voulez, on s'y accroche comme Charlton Heston au congrès de la NRA avec son vieux fusil, disant on l'arrachera de mes mains mortes. Or, le problème, c'est qu'on finira par arracher les droits de l'homme des mains mortes des Européens, ils ne s'en rendent pas compte. mhm. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment, l'illusion idéologique, c'est a quelque chose de fabuleux. Si vous voulez, particulièrement quand elle prend la forme, si vous voulez, Lénine disait que le gauchisme était la maladie infantile du communisme, le droit de l'hommisme agressif est la maladie de la sénilité de l'Europe. C'est quelque chose de fabuleux. De le... Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, je le pense, c'est que la totalité des forces euromondialistes sont en train, et ça nous devons tous l'avoir en tête, y compris ceux qui étaient en train de quitter le continent. C'est l'exemple que je donne le plus souvent parce que c'est le plus facile à suivre, l'Open Society. Mhm. Alexander Soros n'est pas son père. Je vous recommande les recherches qui sont pour moi les plus pointues là-dessus, celle de Thibaut Carlerzin sur l'Open Society, dont il est un spécialiste des ONG en général, de l'Open Society en particulier. Et Alexander Soros est plus un obsédé de la Chine. Les reliquats européens sur la Hongrie, tout ça, c'est l'histoire de son père. Lui, il est tout à fait dans la ligne Trudeau, Macron, Festivus. Il n'est pas un homme un peu lesté, ce qui est son père. Disons qu'il n'est pas issu des affres de l'histoire européenne, Alexander Soros. Certainement pas. Il allait orienter l'Open Society vers la Chine. Or, aller défier la sécurité d'État chinoise sans le soutien de l'État américain, faut être suicidaire. Oui. Faut être suicidaire. Donc, il fait machine arrière. Tout le monde revient
je schématise, hein, mais c'est dans un triangle qui est entre Berlin, Francfort, Bruxelles. Tout le monde revient à peu près là-dedans. Et vous remarquerez qu'ils évitent consciencieusement Paris. Et tout simplement parce que quoi que le veuille Emmanuel Macron, quoi que le veuille la bourgeoisie française, le mondialisme prend, pour des raisons idéologiques, intellectuelles, spirituelles, économiques et stratégiques, la France comme un ennemi éternel. C'est comme ça. Vous pouvez donner toutes les pattes blanches que vous voulez, ils cracheront dedans. Vous ne ramperez jamais assez bas. C'est comme ça. Ils ont une mentalité impériale tout à fait classique. Les impériaux raisonnent comme ça depuis des millénaires. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, le problème, c'est qu'ils vont faire de l'Europe, ça nous rappelle un vieux scénario d'Édouard Limonov, qui parlait du grand hospice occidental. Et donc là, vous allez avoir une espèce de fortin, d'hospice fortin, d'EHPAD fortifié, euh, qui va, regarder le monde passer comme les vaches regardent passer les trains. Et ça, si vous voulez, c'est un scénario de mort lente qu'une partie de l'élite européenne veut. Heu, Parce que, si vous voulez, mis à part nuire aux peuples européens, leur pouvoir de nuisance est très limité. Mmh. Là, ils vont s'accrocher aux Ukrainiens dans la période de négociation, donc dans une période militairement sensible, car je rappelle que toute négociation est couverte sur le terrain militaire S'appuie par des effectivement. actions où chacun va essayer de grappiller militairement ce qu'il veut obtenir politiquement de l'accord. Donc ça peut être des zones à forte mortalité. Je dis ça peut, j'ai pas dit ça va. Mmh. J'ai dit ça peut, et dans le cas présent, je crains que si on pousse, nous, parce que là il y a un côté pousse au crime qui est atroce, je crains que ça aille parce que l'armée russe a un avantage tel qu'elle enfin, si vous voulez, Vladimir Poutine, lui, ne veut pas, enfin, mettez-vous dans son but de guerre. Le but de guerre que mes camarades et moi-même pensons qu'il a au moment où nous parlons, c'est de ne pas avoir à refaire cette guerre dans 20 ans. Face à un État qui vient croupion qui aurait fanatisé la Pologne, que sais-je encore. Tout est possible, malheureusement, avec ce qui reste des Européens. Donc, il doit enfoncer le clou maintenant. Si les Européens jouent les pouces au crime, ce sera jusqu'au dernier Ukrainien, ce que la Russie ne veut pas. Mais si on y contraint l'armée russe, elle le fera. Tiens, d'ailleurs, Le, que sont devenues les populations du Donbass? Bon, puisque les l'avancée popula- a été assez lente, donc alors, certains sont partis en Ukraine, d'autres en Fédération de Alors, Russie? déjà, vous avez c'est là où quand même le terme de guerre civile est bien choisi. Je n'ai pas souvenance que quand l'Allemagne nous a attaqués, plusieurs millions de Français soient allés humanitairement sur territoire allemand. Effectivement. Nous sommes bien d'accord. Or, des millions d'Ukrainiens sont allés se réfugier en Russie. On ne va pas se réfugier chez son agresseur. Ou alors, Heu, faut revoir toute l'histoire militaire. Moi, je veux bien voir les camps humanitaires à l'arrivée des Huns, des Mongols, enfin, je veux bien croire à tout ça, mais il va falloir me le prouver quand même, hein. oui, oui, c'est vrai, Donc, si vous voulez, gentil, oui, crédule, non. Or, faut bien comprendre ça, faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes, à un moment où les populations du Donbass avaient été culturellement, menacées, mmh. culturellement, économiquement spoliées, socialement humiliées, de manière planifiée et reconnue par le pouvoir qui est vient Mmh. dans ses différentes incarnations. Bon, la Russie avait mis des garde-fous en disant, et c'était d'ailleurs l'un des rôles des accords de Minsk, où je vous rappelle, la Russie est partie, la France n'est pas partie, l'Angleterre, enfin surtout l'Allemagne, mais même les Américains, les Anglais ne sont pas partis. Il n'y a de parti que l'État kievien Mmh. et les territoires dits Les séparatistes. oblasts, oui, du Donbass et de, D'accord. Lugansk et cetera. Donc, c'était d'arrêter la politique de persécution linguistique. Mon Mmh. camarade Romain Bessonnet connaît ça sur le bout des doigts, si vous un jour vous voulez faire une émission dessus, et d'éviter déjà les exactions sur les populations, hein. Je vous rappelle, leurs enfants vivront dans les caves pendant que les nôtres iront à l'école, Mmh. et, et ces populations
pour l'avoir vécu, hein, je travaillais pour l'un des seuls députés qui a mis les pieds en 2014 là-bas, hein. Ces populations ont très mal vécu que la Russie ne les Z pas ne tout de les suite. prenne pas. Mmh. D'ailleurs, c'était voilà, Poutine a pris la Crimée et nous? Et nous? Il y avait même pas un sentiment anti-russe, mais pas un rejet de la personne de Vladimir Poutine, mais une vraie colère, Déception, une vraie déception. Or, là, il y a eu d'ailleurs dans plusieurs de ces régions et d'ailleurs pour certaines c'est encore en cours, des référendums et de rattachement. Une partie de ces populations resteront en Russie, une autre reviendra une fois que tout sera acté. Cette région, qui est de toute façon russe culturellement, ce qui n'est pas le cas de toute l'Ukraine, non, non. personne ne l'a jamais dit, les Russes ne le disent pas eux-mêmes. Il suffit de lire tous les discours sur l'Ukraine de Vladimir Poutine jusqu'à l'opération spéciale ont été traduits et commentés en français. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy, je vous y renvoie, ça s'appelle Deux peuples frères. Vous avez la totalité des écrits de Poutine depuis 1990 sur le sujet. À aucun moment il ne nous a menti, hein. Suffisait de le lire. Alors, les euro-atlantistes vous disaient, bah oui, on ne croit jamais les gens. Et ensuite, à aucun moment il menace qui que ce soit, hein. Mais la seule chose qui nous prévient, pour nous, ce sont des frères, vous y touchez, on finira par intervenir. Le pouvoir qui vient avait préparé une Kraïna, vieux souvenir eurocratique, hein, ce qu'avaient fait les Croates pendant la guerre des Balkans. Mmh. Les Russes, qui avaient dû laisser faire à cette époque et qui le vivent encore mal aujourd'hui, disent pas deux fois. Et, ré- et- et- et résultat, nous avons laissé faire ça consciemment. Le président Hollande, et pour que ça arrive à la conscience du président Hollande, c'est que ça doit être tombé suffisamment bas. Le, nous, la- Nous avons laissé faire ça, nous avons abîmé, jamais de manière définitive, hein, l'histoire tourne toujours, mais nous avons abîmé notre parole diplomatique et surtout, l'Europe, qui est déjà une idée létale historiquement pour beaucoup de gens, là maintenant on peut dire l'Europe tue. Parce que c'est en son nom, en large partie, que au moins 300 000 à 600 000 jeunes Ukrainiens sont morts pour rien. Mmh, Il faut, absolument. si nous avions ne serait-ce que tenu notre parole diplomatique et que par germano-servilité, nous n'avions pas suivi les délires d'Angela Merkel, qui est lorgné sur les grandes plaines d'Ukraine, vieux but de guerre de l'Allemagne impériale, nous n'aurions plus le camp démocrate américain, nous n'aurions comment dire, nous aurions pu éviter en partie ce bain de sang. Il suffisait de tenir notre parole, il suffisait de suivre ce que l'OSCE, qui est l'organisation internationale qui est la plus présente sur zone, nous disait. Moi, professionnellement, je les ai croisés, ces hommes-là. L'OSCE nous avait prévenus, hein. Bon, on n'a pas voulu l'écouter, bon, puisque l'Union européenne voit tout, c'est tout. Vu qu'elle est l'oracle des droits de l'homme, et c'est tout. Et bien voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire un bain de sang. Mmh. Et je plains les historiens de l'avenir qui devront apprendre à nos enfants pourquoi. Parce que là, si vous voulez, que comme disait un vieil historien yougoslave, on mésestime la force historique de la bêtise humaine. Vraiment, hein. Ça ou peut-être, des intérêts, particuliers, pour, Alors, les je suis les d'accord avec sols, vous, mais les intérêts particuliers, alors l'Allemagne en voulait, elle les aura certainement pas, mais alors l'intérêt particulier de la France là-dedans, il va falloir me le trouver. ah bah, Et c'est alors, par, peut-être que Emmanuel Macron brigue, je ne sais pas, la Commission, européenne après son mandat de président et ah qu'il bah oui, aurait non, mais besoin d'appui, il a des envies de beaucoup de choses, hein, le prix Nobel de la paix, de machin, enfin, rien n'est assez grand pour sa seigneurie. Le problème, c'est que là, on relève quand même, si vous voulez, vous avez beaucoup de gens qui ont écrit en ce moment, dont Michel Fize, qui a écrit un très bon bouquin sur le président anormal. Euh, c'est quand même très difficile, hein, on va pas quand même sacrifier tous les intérêts stratégiques de ce pays au délire de gloriole personnel de ce type. À un moment, faut quand même, faut, les autres, je comprends, pour moi c'était de la politique impérialiste à courte vue, mais la France, il fallait qu'on mette ce conflit à bout de gaffe. Si on ne pouvait pas l'empêcher, au moins qu'on s'en mêle pas. Là maintenant, si vous voulez, quand je vois, alors il y a certains entrepreneurs français, un en particulier,
qui espérait les chantiers de reconstruction et qui fait parler une des chaînes LCI en ce sens, ils auront rien. Enfin, faut quand même qu'ils se le disent une bonne fois pour toutes. Ils n'auront rien. Or, la seule chose que nous aurons, c'est les legs économiques. Je vous rappelle que 17% des entreprises françaises présentes sur le sol russe sont parties. Près de 30% ont réduit leur activité. Bon, ce qui veut dire quand même que ça veut dire qu'en tout, 80% sont restés quand même. Mmh. Bon, ce qui veut dire quand même que nos entrepreneurs sont moins stupides que d'autres, mais vous voyez, vous vous imaginez la perte pour la France, je vous parle même pas du gâchis énergétique, enfin, si vous voulez, tout ceci est délirant, tout ceci est délirant, comme si le, les dirigeants européens ne refusent de. Enfin, c'est comme si les dirigeants européens avaient parié la survie collective sur un conflit qui ne les a jamais visés. Et c'est là où on voit le caractère intrinsèquement impérial de ce qu'est la construction européenne. C'est-à-dire, un empire, ça n'a pas de frontières, par définition, hein. Ça a un limes, ça a une ligne de front froide ou chaude selon les époques. Or, la dynamique impériale, quand elle s'arrête, si vous voulez, l'empire fermé, ça existe. Mmh. Le problème, c'est que ça n'existe pas longtemps. Parce que, cas austro-hongrois, cas ottoman, quand, quand, si vous voulez, la phase d'extension s'arrête, empire allemand, si on a bien un qui peuvent en parler, quand la phase d'extension s'arrête, à Kursk, à Stalingrad, où vous voulez, la phase de rétractation est violente. Ce qui veut dire que là, nous ne sommes pas face ni à un dessein mortifère de la Russie. Je vois les journaux eurocratiques qui disent maintenant Poutine va s'attaquer à l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire Poutine va s'attaquer à 500 millions de gens avec une armée qui ne pourrait pas occuper, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est occuper un pays en Mmh. termes de nombre d'hommes. Poutine ne pourrait pas occuper la totalité de l'Ukraine. Alors bien sûr, il va occuper la totalité de l'Europe de l'Ouest. Tout ceci est délirant. Or, ce n'est pas un plan machiavélique de la Russie, nous sommes face au défaut intrinsèque de l'européisme et d'une conception impériale occidentale dont les Américains commencent à évaluer les coûts et vont certainement nous laisser l'addition en partant. Vous savez, le croissant, c'est pour mon ami, comme disait Belmondo dans Le Professionnel. Effectivement. Et ce n'est peut-être pas avec notre personnel politique, effectivement, que nous nous en sortirons, parce que si on revient plus prosaïquement à la France, on peut se demander si le soldat Bérou doit être sauvé, parce que avec le récent épisode du verre d'eau, nous avons discuté préalablement en off, comme on dit, avec l'affaire Betaram, opportunément révélée, etc., il paraît bien affaibli, et si on a... Déjà, il fallait pas lui donner de pactage. Si vous voulez enfin voilà, si vous vouliez pas avoir à sauver le soldat Bérou, fallait pas lui filer un pactage. Enfin, si vous voulez, François Bérou, c'est quand même l'un des hommes politiques français qui a créé le plus de sketchs drôlatiques ces 20 dernières années sur sa personne. Si vous voulez, de la chanson d'Internet, vue quand même, je crois, plusieurs centaines de milliers de fois sur l'air d'Olivier Tom, François Bayrou, tout le monde s'en fout, enfin, jusqu'au sketch des grandes heures des Guignols, François Bayrou, on était prévenu. Enfin, écoutez Jean Lassalle sur sa rencontre avec François Bayrou dans une boîte de nuit à 4 heures du matin, il lui met la main sur l'épaule et lui dit j'ai besoin de toi pour devenir président de la République. Et et écoutez-le, c'est à se bidonner. Or, le problème, invitez-le pour qu'il vous raconte ça, le roi Jean, et c'est à rigoler là-dessus. Or, on savait très bien que si la Ve République faisait appel à ce type-là, ça veut dire vraiment qu'on est que si vous voulez, comme dirait l'autre, pardonnez-moi de pas aller jusqu'au cimetière. Or, on savait très bien. C'était C'est pour ça qu'il l'a jamais été. le fond de Or, tiroir, quoi. mais si vous d'ailleurs personne ne veut, personne de sain d'esprit ne veut. Or donc on est allé le chercher lui. Mais en plus, il est en voie de bidenisation très avancée, mais vous êtes pas au bout de vos peines. Attendez que son côté, ça toute personne qui soit a travaillé au ministère de l'Éducation quand il était ministre, soit l'a rencontré dans ses terres béarnaises, vous le dira.
c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est un coléreux trouillard. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, si à un moment vous vous rappelez de l'épisode de la baffe? Mmh. Bon, bah, l'épisode de la baffe, c'est tout simplement parce qu'il a pris peur. Si vous voulez, c'est pas un acte d'autorité, c'est un acte de, je sens un truc, boum, j'ai la trouille. C'est il faut bien se mettre ça dans le crâne. Il peut nous exploser dans les mains. Donc c'est-à-dire que là, nous avons un gouvernement fait de 2 tubes de nitroglycérine qui valent ensemble. Comme aurait dit Dimitri Rogozine, il faut pas donner, des grenades à un singe pour pas qu'il jongle avec. Le, imaginez l'image de la France à l'étranger. Si vous voulez déjà, bon, Macron, mais Bayrou peut nous faire une crise. Là, l'épisode du verre d'eau nous dit une chose, c'est qu'en plus de ses défauts intrinsèques, il est en voie de bidenisation rapide. D'un côté, heureusement que le camp mondialiste a Retailleau, hein. C'est au moins ça permet de parler d'autre chose. Donc, Oui, parce que là, voilà c'est où non mais voilà où on en est. Enfin, si vous voulez, c'est là, on a vraiment fait les fonds de tiroir de la Ve République. Bon, c'est pas tout à fait vrai, cher ami, hein, Xavier Bertrand attend d'accord. et le problème, c'est que dans la salle d'attente, il y a plus grand monde. Eh oui, donc finalement, la France est véritablement dirigée par une triste 7e compagnie. Bah, ce qui est normal, enfin, si vous voulez, vous avez vous imaginez, vous êtes quelqu'un, vous êtes prêt à vous donner pour votre pays, d'accord? Mmh. Là, mon équipe sur le site cerclearistote.fr, on a publié un texte d'un camarade militaire qui s'appelait Avoir 16 ans et Maastricht comme horizon. Ah, et ben, écoutez, Non mais, imaginez, vous aimez votre pays, vous voulez vous donner pour lui. D'un certain côté, je veux faire de pub à personne, mais mieux vaut aller faire des boîtes avec Montebourg ou mieux vaut entrer chez, mieux vaut, chez, comment il s'appelle là, le patron de Dassault, enfin celui qui a succédé à Dassault, mmh. qui fait un bon boulot, qui résiste à la volonté de l'État français de démanteler Dassault au profit de l'Allemagne. Or c'est pas Trinquier, c'est peu importe. Mais vous allez plutôt vers ces mecs-là, Mmh. plutôt qu'en politique. Parce que de toute façon, vous allez arriver, vous prenez des ordres, de l'Union européenne. Si vous voulez, faut bien se rendre compte que quand vous avez un rapport colonial à votre pays, c'est-à-dire quand vous êtes le dépositaire, ce que j'appelle un xénocrate, du pouvoir d'autrui, ce qu'on appelait dans le temps en philosophie un prince esclave, chez le père Gaston Fessard notamment, Mmh. vous ne pouvez vous entourer que de médiocres. Eh bien, ce sera le mot de la fin, cher Pierre-Yves Géron. Merci pour ces réponses pertinentes et intéressantes, comme d'habitude. Chers auditeurs, rendez-vous sur le site du Cercle Aristote ainsi que sur celui des éditions de la revue Perspective Libre, dont vous retrouverez les liens dans l'article du site. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag. Merci encore une fois, Pierre-Yves Géron. Je rappelle que vous Merci à vous. êtes juriste et spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président du Cercle Aristote.